sur un film en 25 frames, les gens. On a 5 films à voir ce soir. Je me fais du bien, mais je heureux. Très bien, et là, à tout de suite. On a 5 films à voir ce soir. C'est un peu particulier parce que, comme je vous l'ai dit avant, je devais le faire la semaine passée, mais la semaine passée, j'ai dû emmener quelqu'un à l'hôpital. Rassurez-vous, cette personne va bien. Du coup, va mieux en tout cas. Du coup, j'ai pas pu faire un film en 25 frames de la semaine passée. Ce qui fait que les films, je les ai vus. Ça rajoute une semaine depuis la fois où j'ai vu les films, ce qui n'est pas fou. Ça rajoute aussi une semaine depuis la fois où j'ai pris des notes et écrit tout ça. En plus, je voulais prendre le temps du coup de lire tout ça, de préparer un peu plus, mais j'ai pas eu le temps. J'ai été à la bourre. Et là, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris le temps de relire les notes rapidement quand même, pour me mettre un peu dans le bain. Mais j'ai pas eu le temps de tout relire comme je voulais, donc peut-être que je serai un petit peu plus saccadé que d'habitude et je m'en excuse. Et je vous propose qu'on commence par le premier film, qui est un film qui devrait qui peut-être vous intéressera. Un film que j'ai revu à l'occasion de la disparition de Michael Madsen. Il s'agit de ce film. C'est parti, boum. Film que vous connaissez peut-être bien. En avant. Reservoir Dogs, premier film de Quentin Tarantino sorti en 1992. Les Enragés, titre québécois. On aime toujours beaucoup le Québec, donc si dans une prochaine question quiz, je pourrais très bien vous mettre ça, étant donné que je trouve le titre merveilleux. J'ai revu ce film à l'occasion du décès de Michael Madsen. D'ailleurs, allez, si on a une image de lui là, quelque part, on en avait plein. Il est où Harvey Keitel, Michael Madsen, voilà. Qui, de ce que j'ai lu, n'avait pas été... avait accompagné un pote pour le cast, pour tenter le cast et tout, et finalement c'est lui qui a été retenu, donc voilà, super. C'est une histoire qu'on revoit souvent, je sais pas si c'est vraiment si courant que ça, ou si c'est un truc où ils disent vas-y on va créer un petit peu quelque chose autour du film, ils utilisent ça sans trop se fouler, voilà. J'étais assez intéressé à revoir ce film parce que moi je l'ai vu qu'une seule fois il y a longtemps et c'était mon préféré de Tarantino, et en le revoyant aujourd'hui, c'est difficilement mon préféré. Ce sont indubitablement des images qui bougent avec du son, il s'agit bien d'un film. Tu ne te mouilles pas trop, archiviste, je vois. Je vais vous donner 2-3 infos sur le film et après on va en parler un peu plus en détail. Donc le film il est de 1992, il est de Quentin Tarantino comme je vous ai dit, avec comme on a vu Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn, plein de beau monde. Le tournage a duré un mois. Tournage d'un mois. Le lieu de tournage s'est fait dans une ancienne morgue. Il s'agit ici, ce décor est une ancienne morgue. Comment le film s'est fait? Moi ça m'intéresse toujours de voir comment un premier film se mettait en place. Tarantino il bossait. Il louait des DVD, hein, vous savez ça. Il avait écrit un scénario. Il avait déjà écrit des petits scénarios. Et il avait notamment déjà écrit True Romance avant de faire Reservoir Dogs, de ce que j'ai vu apparemment. Et c'est un pote de Tarantino qui prenait des cours d'art dramatique, qui avait lu le scénario, qui avait trouvé ça cool, qui a fait lire à son prof, qui a trouvé ça cool, qui a fait lire à sa femme, qui a trouvé ça cool, qui a fait lire du coup à Harvey Keitel, qui est un pote de la femme, du prof, du pote de Tarantino, qui a trouvé ça cool, qui a dit ouais, on peut faire ce film. Je veux bien aider ce petit jeune à faire ce film. Voilà, et du coup, ça tient à pas grand chose, c'est du relationnel de ouf. Le scénario a passé de main en main, du coup, pour arriver dans les mains d'Harvey Keitel, qui a rendu finalement le film possible. Parce qu'avant cela, Tarantino, il voulait le réaliser, il voulait le tourner, mais il pensait faire un petit film amateur dans son coin, voilà. Et finalement, c'est devenu un gros film à partir du moment où Harvey Keitel, qui avait déjà un nom du coup dans l'industrie, est arrivé dedans, ce qui a permis d'engager des gens comme Steve Buscemi aussi, enfin voilà, du beau monde. Quand le film est sorti, la critique a été super positive, le film a été super rentable, sauf en ce qui concerne des fois sa vulgarité et sa violence. Là, il y a des gens qui ont dit quand même, il y a du problème. Quand même, là, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Donc, ça a quand même, il a déjà eu ses premiers détracteurs dès le début qui ont dit bon, c'est un peu violent, c'est un peu vulgaire, c'est un peu voilà, des adultes qui jouent comme des enfants à faire les bandits. Voilà. Et en revoyant le film, c'est un peu l'effet que ça me fait. C'est l'effet d'adultes qui jouent un peu aux bandits avec des pistolets en plastique.
Et cet effet vient du fait que le film a été une petite révolution dans l'industrie cinématographique à ce moment-là. Une petite, hein, j'insiste quand même sur petite, parce que c'est pas non plus le film qui a révolutionné tout, etc. Mais Tarantino, il a quand même mis un gros coup de pied sur la manière d'écrire ce genre de film, quoi. Ce qui fait que il y a plein de monde qui après ont voulu faire pareil. Il y a un truc très amateur quand même dans le film, on va revenir dessus. Et il y a plein de gens qui du coup après se sont dit vas-y c'est trop cool, on va mettre des costumes sympas et puis des pistolets, puis on va faire pampan et puis se dire des répliques assez cool et puis ça va être sympa. Et les gens ont raison, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans Reservoir Dogs, c'est qu'il a apporté pas mal d'enthousiasme, on va revenir dessus après aussi. Et c'est un truc que je trouve super intéressant. C'est un film, quand je dis que c'est une petite révolution, il faut pas le dire gratuitement. Il faut se demander qu'est-ce que le film il apporte au cinéma à ce moment-là. Ah oui, c'est les tontons flingueurs, ça je connais. Oui. Ouais, outre que je trouve le film pas si bien que ça, j'ai du mal avec le mouvement qu'il a lancé où je trouve les films souvent nuls. Je comprends. Il a lancé pas mal de monde qui ont suivi ça. Et en plus, c'est souvent des films que Tarantino a produits et qui sont pas hyper connus aujourd'hui, mais qui en même temps, ça a un petit charme. Il y a plein de gens motivés, il y a un enthousiasme qui s'est lancé, et puis voilà, voilà. Moi, je trouve ça sympa. Alors, qu'est-ce que le film apporte? Déjà, c'est un film de cinéphile, et c'est un film de cinéphile bien fait. Et quand je pense à un film de cinéphile bien fait, c'est que c'est un film qui fait confiance à son public, qui va balancer des refs, mais qui va pas insister dessus, qui va se dire si le public l'a, c'est bon, s'il ne l'a pas, on continue. Et du coup, pour moi, ça m'a fait rire parce qu'en pensant à ça et en développant ça, je me suis dit, mais en fait, Reservoir Dogs, c'est Crost et Chroma. C'est l'émission de Karim Debache qui fonctionnait sur cette même dynamique d'avoir beaucoup, beaucoup de refs. Et c'est ce qui fait qu'on peut revoir des épisodes de Crost et de Chroma aussi et qu'on s'en lasse pas. C'est qu'on trouve des refs, on comprend des blagues qu'on comprenait pas avant, etc. Il y a encore des blagues aujourd'hui que je ne comprends pas. Et Reservoir Dogs, il y a un peu ce côté-là. Et du coup, c'est une critique qu'on fait à Tarantino, c'est que c'est souvent du cinéma surréférencé, voire des fois plagié, etc. C'est un débat qui, moi, m'a jamais beaucoup intéressé, cette question-là. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, c'est la manière dont ça passe. Ça sonne jamais grossier. Moi, je peux voir le film en n'ayant aucune ref. Je ne vois pas qu'il y a des refs et ça ne me dérange pas. J'ai pas l'impression que d'un coup, il y a un truc qui ne matche pas. Et de ce côté-là, c'est bien foutu. Et de ce côté-là aussi, du coup, c'est un gars qui arrive avec à la fois, mine de rien, de l'expérience théorique, j'ai envie de dire. Il a vu beaucoup de films, il a fait déjà des tests, il a fait des petits tests, etc. Mais en même temps, il a une expérience qui reste théorique, hein, pas très pratique. Et de l'enthousiasme d'un premier film, où du coup, tu as envie d'essayer des trucs, de faire des trucs, etc. Je trouve ça assez cool. Je l'ai revu il y a 2 ans, là où je trouve que Kill Bill... Si t'as vu plus de 2 films dans ta vie, tu t'emmerdes de fou. Reservoir Dogs, toujours un solide classique. Moi, il faudrait que je revoie Kill Bill. Je crois que c'est mon préféré, les Kill Bill, dois-je avouer. Surtout pour celui-là et City on Fire. Ok. Du coup, voilà, on se retrouve face à un film qui est jeune, mais qui a en même temps de l'expérience. C'est assez paradoxal. Et ce côté de ref, en fait, n'est pas lourd du tout. Ça passe super bien. Et voilà, il y a plein de trucs que je n'ai pas. J'ai pas du tout aimé ce film. J'avais l'impression qu'il fallait que je comprenne toutes ces références pour comprendre leur texte. Ah ouais? Ok, bah moi j'ai pas eu cet effet-là. J'ai pas eu cet effet-là. Dans le sens où moi quand je l'ai vu ce film, je connaissais pas Tarantino. J'avais vu Pulp Fiction, j'avais trouvé ça cool. Du coup j'ai regardé Reservoir Dogs et j'avais trouvé ça cool. Puis ça s'arrêtait là. Je savais pas que c'était un gars, je savais pas qui était Quentin Tarantino, je savais pas que c'était un gars qui faisait plein de refs, etc. Voilà. Et en revoyant maintenant, je trouve pas qu'il y ait non plus beaucoup de refs, mine de rien. Je précise, City on Fire est un film de Ringo Lam et on a accusé Tarantino d'avoir plagié ce film pour Reservoir Dogs. C'est juste. J'avais noté en plus City on Fire plus bas que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas quoi penser. Mais encore une fois, ouais, les questions de plagiat, c'est compliqué, d'autant plus quand c'est des bonhommes comme Tarantino qui ont bouffé beaucoup de films, beaucoup de trucs, etc. Et du coup, où s'arrête Enfin, où est le plagiat? C'est compliqué. Moi, je pense qu'à partir du moment... Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense que déjà une première étape du plagiat, c'est de pas assumer tes références. Alors que Tarantino, pour moi, c'est un mec qui assume pleinement ses références.
Il va te montrer un de ses plans, il va dire ah bah ça j'ai pris de là, ça j'ai fait par rapport à ça, etc. etc. Alors moi j'ai l'impression que souvent un plagiat tu vas essayer de cacher parce que tu as envie de t'attribuer ce qui a été fait. Mais c'est mon opinion personnelle et je la trouve pas très intéressante du fait que je la balance ici pour répondre à ce que vous me dites. Mais ça mériterait lecture plus approfondie et puis de voir aussi ceux qui ont écrit les critiques sur le sujet, etc. etc. Voilà, voilà, voilà. Euh, je voulais revenir sur la scène de début avec Mr. Brown, qui est joué par Quentin Tarantino, qui parle de Madonna, de la chanson Like a Virgin de Madonna. Hum, et qui est du coup une ref explicite à une chanson, à un moment de pop culture. C'est un truc qui avait un petit peu marqué d'ouvrir le film là-dessus. En plus, il y a le réalisateur qui parle et tout, c'est intéressant. Il te raconte une anecdote. Il te raconte un truc. Sauf que j'ai dit anecdote, mais c'est pas vraiment une anecdote. C'est pas juste une anecdote chiante. C'est une analyse. Le film s'ouvre sur une analyse, sur l'interprétation d'un monument de la pop culture, d'un truc que à peu près tout le monde connaît, la chanson de Madonna, à ce moment-là, dans les années 90. C'est un truc à peu près tout le monde connaît. Et le film se permet de te dire, bah, je prends cet élément de pop culture et je te le décris et je te le réinvente, je te le réinterprète. Et ça pousse du coup les gens à être assez actifs à ce qui est dit, à être assez attentifs à ce qui est dit. Je trouve que du coup, la manière dont c'est fait, le fond là, est super intéressant. Et après, il y a la manière dont on raconte ça, qui se fait en mouvement caméra. Il y a une espèce de mouvement caméra permanent. Moi, je me souviens quand j'étais jeune en plus, j'étais ah tiens, c'est un film pas très pro parce que des moments il parle et puis t'as 2 secondes où la caméra est dans le dos d'un gars donc tu vois rien, etc. Et effectivement, je trouve que le truc est pas super bien filmé. À la base, c'est pas super millimétré, etc. Et j'ai vu que c'était normal parce qu'effectivement, le gars savait pas exactement, Tarantino, il savait pas exactement comment tourner. Donc, il a voulu faire pas mal de plans, puis il s'est dit, on fait des tours comme ça, et puis comme ça, après, ça nous laisse la possibilité au montage. C'était déjà sa monteuse en plus à l'époque, il me semble. Et voilà, voilà, voilà. Je crois que j'avais trouvé ça chiant. Après, ils enchaînent sur pourquoi faut donner un pourboire. Exactement. Exactement. Après, ils enchaînent avec Monsieur Pink sur pourquoi donner un pourboire, est-ce qu'il faut donner un pourboire, etc. Puis il y a un débat là-dessus. Du coup, mais c'est assez intéressant parce que du coup, cette première scène, le fond est intéressant, tu te laisses assez, t'es assez intéressé par ce qu'il est en train de se dire. Si tu connais la chanson, puis même si tu connais pas la chanson, en fait, la manière dont il explique ça, il est très motivé par ce qu'il dit, il est très passionné et tout, et c'est un côté, ça te prend, je trouve. Et en même temps, t'as ce mouvement de caméra qui fait que ça te crée un truc qui est déjà dynamique dès le début, quoi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que durant cette anecdote, durant en fait un peu cette première scène, on va te créer toute la dynamique des personnages qu'on va suivre après pour le reste du film. T'as déjà cette dynamique des braqueurs, la relation entre les mecs qui vont raconter des trucs, etc. On retrouve déjà un peu tout le cinéma de Tarantino là, hein, de manière assez simplement dite et pour faire un raccourci. Hum. Mais ce qui est aussi souvent intéressant, dans cette manière de raconter ça, de raconter cette anecdote et d'avoir après le débat sur le pourboire, c'est pas juste l'anecdote ou l'anecdote du pourboire en soi, enfin le débat sur le pourboire en soi, c'est comment les personnages réagissent autour. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, dès le début, t'as Mr. Pink, justement, qui va être le gars un peu gros rat qui veut pas partager ses sous. Tu vas avoir Mr. White, qui apparaît comme le gars sympa, qui est lui, je crois, le plus défenseur de laisser un pourboire, etc., etc., quoi. C'est assez intéressant. Et du coup, c'est un film qui a plein de choses à te raconter dès la scène d'intro. Et c'est un truc qui va se retrouver mais à peu près tout le temps dans le cinéma de Tarantino. C'est intéressant de voir, de constater en plus qu'il va être, quand on compare Reservoir Dogs, j'y pense maintenant, avec son dernier film, et il va être beaucoup moins loquace ce dernier film, il va y avoir plus de contemplation, il va y avoir moins de surexplications comme ça, etc. C'est super intéressant. Euh, pour moi, j'ai noté quelques trucs, j'ai regardé un peu les critiques justement pour vous dire les trucs, pour vous dire les retours qu'il y avait dessus. Et j'ai vu qu'on saluait beaucoup l'enthousiasme du film. L'enthousiasme communicatif même, j'ai mis. Euh, mais j'ai pas vu, en fait, j'ai pas vu de définition de ça. Je pense que je l'ai lu dans un ou deux articles, mais que j'ai pas vu de définition de ça. En début de carrière, je trouve que Tarantino se regarde trop dialoguer. C'est vrai qu'il dialogue de ouf, mais ça me dérange pas trop. Après, ça dépend du sujet, genre Boulevard de la Mort, je m'ennuie beaucoup devant. J'ai cherché un peu l'enthousiasme communicatif, qu'est-ce qu'ils entendaient par là, j'ai pas trouvé.
Et puis finalement, j'ai trouvé que ça venait de plusieurs éléments. Ça venait, je pense, enfin c'est un peu mes hypothèses, j'ai pas trouvé, j'ai fait des hypothèses que ça vient de plusieurs éléments. Ça vient de la jeunesse du réal et de sa success story. C'est quand même pas rien. Le gars, il débarque en festival et tout, alors que c'est son premier film, qu'il était dans un vidéoclub, qui sort un truc qui est quand même très différent des films qui se font à l'époque. Ça, on va revenir un petit peu dessus, sur sa structure, quoi. Du coup, je pense qu'il y a de ça. Deux, il y a la bande-son. La bande-son est super motivante. La bande-son est vraiment cool. Et je pense que la bande-son a un travail de fou dessus, parce qu'on a reconnu après Tarantino aussi sur son travail des choix de bande-son, etc. Voilà. On pourrait travailler, je sais qu'il y a des travaux qui se sont faits sur les bandes-son de Quentin Tarantino, que je n'ai pas lu, qui doivent être super intéressantes, mais qui font partie du coup d'une jeunesse qui est assez sympa. Et en 3, je pense que c'est les interactions des personnages, c'est que c'est des films c'est des films assez verbeux, mais qui sont toujours en mouvement. C'est super intéressant. Tarantino a une manière de mettre ça en scène, genre là le personnage il est assis en hauteur alors que les deux autres sont en bas, et puis il va toujours y avoir des mouvements dans les scènes de discussion, de manière assez intéressante. Soit des mouvements des personnages, on repense à cette scène là, soit des mouvements de caméra. Pom. Because you're a faggot, all right? J'ai fait cette scène. Où on va alterner un petit peu les... Oh, je vais laisser ça va bien. On va alterner aussi les échelles de plan, etc. Ça fonctionne très très bien. Il y a un dynamisme qui est assez cool. Quand on a les plans plus longs, en plus, c'est les moments où on fait plus confiance aux acteurs qui vont plus bouger, parler, etc. Enfin, c'est assez intéressant. Voilà. J'ai lu un truc qui m'intéresse parce que c'est là aussi où le film du coup va quand même lancer la carrière de Tarantino puis qui va quand même pas mal faire parler. C'est que c'est un film. J'ai dû nourrir les fauves aussi. Et là. C'est que c'est un film qui met à l'honneur la pop culture. Ça, c'est un truc qui a été beaucoup souligné, notamment avec le morceau Madonna, Like a Virgin, où des fois, à l'époque, oui, le cinéma, il te parlait de trucs des fois importants. Enfin, t'avais des digressions. D'un coup, on parlait d'un sujet pendant un moment. Mais pas forcément de pop culture, pas forcément de trucs qui intéressent le grand public, disons. On utilisait pas mal le cinéma pour essayer d'introduire des nouveaux sujets, etc. Et pas vraiment pour réinterpréter des choses qu'on connaissait déjà et qu'on interprétait. Genre Superman dans Kill Bill aussi, par exemple. Ce genre de trucs. Et ça, c'est super intéressant, c'est un truc nouveau et qui évidemment va marcher parce que c'est des trucs populaires et les gens, ils sont intéressés à découvrir que d'un coup, les choses dont ils se nourrissent, la culture dont ils se nourrissent, a quelque chose de plus à dire que souvent ce à quoi on s'arrête, que sa réduction à un pur divertissement. Et ça, c'est super intéressant, et ça fait que les gens qui regardent du Tarantino, qui regardent Reservoir Dogs, dès le début du film, on les invite à être un peu plus intelligents, à réfléchir un petit peu plus loin. Et après, on peut prendre ça, et il y a des gens qui prennent ça de haut, le cinéma de Tarantino, voilà, etc. C'est du cinéma un peu décérébré. Moi, je pense pas. Je pense que c'est un cinéma qui sait très bien s'adresser justement à des personnes qui vont au cinéma à la base pas très souvent et qui d'un coup vont se retrouver face à un truc où on leur dit les gens, les trucs que vous aimez, non seulement on vous les donne, mais en plus, on vous donne une raison supplémentaire de les aimer. Forcément que ça marche. Je pense. Il y avait déjà ça dans le cinéma de John McTiernan, je trouve. Est-ce que tu as des exemples ? Je connais pas très bien le cinéma de John McTiernan, je connais un petit peu. J'essaie de réfléchir dans les Die Hard mais j'ai pas souvenir de scènes comme ça. Mais si tu en as, c'est très volontiers. Ou à un autre niveau. Oui, Last Action Hero, effectivement, c'est sympa, mais Last Action Hero, j'adore Last Action Hero. Last Action Hero, on est plus dans une forme de méta-discours qui va agir plus que blablater, effectivement. On ne te propose pas vraiment une analyse dans Last Action Hero, on va plus jouer avec les codes, qui pour moi sont des choses assez différentes, et qui sont des choses aussi qui peuvent être très complémentaires, évidemment. Mine de rien, je trouve que Tarantino, Reservoir Dogs, il fait un peu l'inverse, étant donné qu'il va être très verbeux, et puis faire plein de théories. Par contre, les codes qu'il utilise, il ne va pas les détourner. Ils sont quand même assez arrêtés. C'est un film de braquage, etc. Il va les détourner plutôt dans ce qui va montrer du braquage, et ça c'est intéressant. On va y arriver tout de suite, attendez. Oui, j'avais noté, effectivement, c'est un film qui arrivait un peu comme à un moment donné, il y a des films qui ont commencé à utiliser les codes des jeux vidéo.
Là, on a commencé à utiliser les codes de la pop culture à un moment où les gens ne se définissaient plus seulement à travers leurs opinions politiques ou leurs opinions religieuses, où avant on avait des discours là-dessus aussi, évidemment. Et là, d'un coup, il y a les opinions culture, pop, etc., qui vont être mises en avant. Et le truc le plus important, et je voulais finir là-dessus, pour moi dans Reservoir Dogs, et qui est pour moi en fait l'élément l'élément le plus intéressant à mentionner, à mon sens, étant donné que je viens du français, c'est la manière dont il utilise le récit. Le récit, c'est là où effectivement il va peut-être jouer avec les codes, il va faire quelque chose de différent. Et en vrai, je sais même pas s'il le fait exprès par moment, mais c'est pas très important. L'intention n'est pas très importante. La manière dont l'histoire est racontée, déjà c'est assez intéressant parce que c'est du film populaire. C'est du film populaire, mais on va te faire un film avec des flashbacks, des trucs, on va en arrière, on va raconter des histoires, on a des points de vue très séparés, segmentés, fragmentés pour raconter un récit. Le cœur du récit, c'est le braquage, on ne le voit pas. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont super intéressants. Et la manière dont on découvre les choses, c'est du coup tout par le dialogue des personnages. Et là, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les personnages eux-mêmes sont souvent mis en avant par ce que les autres personnages disent d'eux. On a les grands disparus qui sont Mr. Blue et Mr. Brown, justement, qu'on ne sait pas exactement où ils sont, mais ils sont là pendant tout le film, parce qu'on les mentionne du début à la fin du film, même si on ne sait pas où ils sont. On va avoir, à plusieurs moments, dès que les premiers qui arrivent, c'est Mr. White et Mr. Pink, et ils vont parler de Mr. Blonde. Et c'est un des premiers trucs qu'ils font, c'est « Ah, Mr. Blonde, il est trop taré, etc. » Blablabla, voilà. C'est assez intéressant. Pareil, un des seuls personnages qui parle un peu de lui, c'est Mr. Pink. C'est Mr. Pink qui est un peu le personnage qui parle pas mal, qui a pas trop de problèmes avec la tchatch, et qui est marrant, c'est celui qui dit toujours aux autres soyez professionnels, etc. Puis en disant ça, il parle de lui, parce que il n'a pas l'air franchement plus professionnel que les autres, il a l'air plus de vouloir se donner un genre, quoi. Du coup, ça nous en dit plus sur lui que sur les autres quand il parle des autres. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et Michael Madsen aussi, qui parle peu, mais on parle beaucoup de lui. Voilà. Ce que je vous ai dit, du coup, vu que Michael Madsen est incarné par Mr. Blonde. Comme je vous ai dit, j'ai dû relire mes notes à la bourre. Du coup, des fois, je me perds un petit peu. Mais je vais essayer de ne pas trop le faire. Le braquage, on peut le reconstituer à travers ce que les personnages nous disent. On sait comment ils sont arrivés, on sait qu'ils étaient en plusieurs groupes, on sait que Mr. Blonde à un moment donné a mitraillé, on sait que Mr. Brown devait conduire, après on va voir Mr. Brown en plus qui est au volant. Enfin ouais, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et pareil, la chanson du début, ça j'avais pas relevé à la base. La chanson au début, on n'entend pas. On n'entend pas. On nous parle d'une chanson qu'on n'entend pas, on ne nous la présente pas. Et ça aussi, ça fait partie de la confiance, je pense, de Tarantino envers son public, c'est qu'il part du principe que on connaît, il n'y a pas besoin de nous la repasser, il n'y a pas besoin d'insister. Du coup, il nous en parle, sans qu'on ait besoin de l'entendre. Il est plus intéressé par le récit que va en faire le personnage de Mr. Brown et des dynamiques que ça avait créées à travers le groupe. En plus, on est dans un contexte où c'est des bandits, la veille d'un braquage, qui parlent de ça. C'est un contexte déjà intéressant et puis un peu original. Et il y a même des moments, et ça c'est intéressant, c'est qu'à l'inverse, il va nous montrer des trucs qui sont faux et qui n'existent pas. Et ça c'est le récit de Tim Roth, qui est du coup la taupe, qui est Mr. Orange, qui à un moment donné va raconter une blague, une histoire, enfin une anecdote aux autres membres autour de la table. Et là, Tarantino va nous montrer visuellement cette anecdote, ce que c'est. Alors que cette anecdote, on sait qu'elle est fausse. On sait qu'elle n'est jamais arrivée. Et du coup, il y a tout ce jeu de récit, de te montrer des trucs qui n'existent pas, de te parler de trucs qu'on n'a pas vus, etc. Et on n'a pas l'habitude, dans un cinéma grand public, dans un cinéma justement de gars qui mettent des costards, puis qui prennent des flingues, puis qui se tirent dessus, de te faire un truc aussi travaillé, aussi labyrinthique, disons, au niveau du scénario. Donc forcément, je pense que c'est un film... Il y a un voisin qui me regarde depuis en haut, je vais aller fermer les volets. C'est un film où... C'est une super porte d'entrée, je trouve, pour des gens qui s'intéressent au cinéma, qui veulent aller un petit peu plus loin que le film d'action de base.
C'est une super passerelle et pour moi Reservoir Dogs du coup fonctionne à fond de ce côté-là. Après je trouve que c'est aussi la limite du film, il est ludique quand il faut reconstituer le braquage, mais il perd beaucoup en intérêt après. D'autant que les persos sont pas attachants je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord que les personnages du coup sont pas hyper attachants, mais t'as quand même Mr. White qui est attachant, qui est le gentil des méchants en gros. Et puis je trouve qu'il arrive quand même à te garder pas mal d'éléments. Le fait que tu sais pas où sont le reste de la team, tu sais pas qui est la taupe, tu sais pas où est vraiment l'argent. Mr. Pink qui dit qu'il a l'argent, mais on sait pas où il l'a mis. Il y a pas mal, il arrive toujours à entretenir finalement des questions dont tu as envie d'avoir les réponses. Et je trouve qu'il le fait super bien de ce côté-là. Voilà un peu pour Reservoir Dogs de manière malheureusement beaucoup trop concise. Il y aura encore plein de trucs à dire dessus. En le revoyant, j'étais un petit peu déçu. Je trouvais que les dialogues finalement n'étaient pas aussi. J'ai pas autant apprécié les dialogues que la première fois que j'ai vu. Il y a notamment pour moi un gros souci de Mr. White qui veut absolument défendre Mr. Orange pour arriver à la scène de fin. Et il y a un côté un peu forcé du coup dans l'écriture pour ramener à cette scène particulière. En plus, je trouve que le film, maintenant qu'il a engendré énormément de films du même genre, perd un peu de son aura unique qu'il avait pu avoir à l'époque. Justement, j'étais trop peu attaché au perso pour me soucier des réponses qu'on n'a pas. Je peux comprendre. Voilà pour Reservoir Dogs. Je vous propose qu'on passe au film suivant. Je vais juste fermer les volets et me rechercher à boire. J'ai très soif. Alors, pour le prochain film, attendez. Il faut que je me remette comme ça. Il faut que j'aille ouvrir celle-là. Il faut que je vous prépare ça. Hop. Il m'embête d'avoir mis ça là. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je vais m'arranger autrement. Hop. Et je vais vous le mettre ici comme ça. Alors, prochain film les gens, je vais vous parler d'un film noir et blanc. Ne fuyez pas. Vous verrez, il y a des choses à dire dessus. Hop là, est-ce que ça marche? Je vais ouvrir l'image. Je vais pas faire trop long sur le film, mais j'ai quand même des trucs sympas, je pense, à vous dire dessus. Et le film est sympa, donc voilà. T'as des exemples d'héritiers directs formels à Reservoir Dogs. Pour moi, Guy Ritchie, c'est peut-être le plus connu à l'heure d'aujourd'hui. Et après, tu penses à... comment il s'appelle le film avec Norman Reedus et Willem Dafoe notamment, qui a eu après une petite saga. Il y a aussi Hell Rider. Le réel de Hell Rider a fait quelques trucs. Il y a Bullet Train, typiquement, qui fonctionne aussi un peu dans ce mode-là, même si Bullet Train, pour moi, c'est plus une influence de... de... Putain, je viens de dire son nom, ça va bien. Pourquoi j'ai Michel Gondry? Guy Ritchie, merci. Oui, Guy Ritchie, voilà. Et il y a le cinéma français qui était pas mal influencé par ça aussi. Hein. Il y a un film, j'ai plus le nom, mais aussi un film de braquage qui part dans tous les sens, etc. J'ai plus le nom, je peux vous le retrouver, je l'ai dans mes DVD. Il faudrait que je le retrouve. Il y a Laisser bronzer les cadavres qui est sorti il y a quelques années aussi, qui a ce côté-là. Enfin, pas mal de films comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une tonne. Et puis il y a tous les films d'Alexandre Caniglia aussi. Enfin tous, pas tous, mais pas mal. Qui est un monsieur que je connais. Enfin, alors. Est-ce que j'ai raté des messages? Bullet Train, c'est plus du sous Guy Ritchie, voilà. C'est ce que je voulais dire. Je me retiens de dire un truc très désobligeant. Ah là là, on peut faire un débat sur Bullet Train un jour.
En France, il y avait eu Total Western qu'on pourrait relier à cette veine qui est sympa pour le coup. Il y a, mine de rien, Rodriguez aussi, il a été un peu influencé. Peut-être moins dans les questions dialogue, etc. Mais après, il vient un peu des mêmes origines, donc c'est dur à dire quand même. Enfin bref, je vais pas partir trop loin. Cash Truck, ouais, je pense qu'il y en a plein des films qui ont vécu l'héritage tarantinesque. Pas mal de scènes aussi, tout simplement. Des fois, des petites scènes dans des films. De manière un peu isolée, enfin voilà. Je m'étais même demandé si Bottle Rocket de Wes Anderson avait été influencé par Reservoir Dogs. Voilà. Pour rien ne vous cacher. Pour ne rien vous cacher. Bien, je vous propose qu'on passe au film suivant, ça vous dit ? Quelques trucs à dire sur ce film. Vous allez voir, ça va être sympa, ça va être marrant. C'est parti. Mon ordi, boum, c'est ça. C'est La forêt pétrifiée. Film de Archie Mayo, sorti en 1936 avec Leslie Howard, Bette Davis et Humphrey Bogart. Qui est ici, on voit la tête d'Humphrey Bogart. De quoi ça parle ce film ? Ce film est intéressant, je vais vous dire, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le premier rôle secondaire de Humphrey Bogart important et c'est le rôle qui l'a fait exploser et qui l'a fait devenir la star qu'il a été. Il va être casté, il va être pris pour la ressemblance qu'il a avec Dillinger. Il va étudier du coup le bandit Dillinger, il va étudier ses mimiques, il va étudier sa manière de se tenir, il va se tenir tout pareil, etc. Voilà. Et il est considéré encore aujourd'hui comme le méchant de ce film, donc Humphrey Bogart, comme un des 100 meilleurs méchants de l'histoire du cinéma par l'American Film Institute. Alors, mais de quoi ça parle, vous allez me dire ? Eh bien, je vais vous le montrer en images rapidement, avec des images des fois de piètre qualité telles que celle-ci, mais vous allez voir, ça va, c'est pas la pire. Donc, on est dans le désert de je ne sais plus où, vu que j'ai vu le film il y a bientôt un mois maintenant, et que je ne l'avais pas noté dans mes notes. Ça va être la partie un peu plus compliquée. Mais bref. On est aux États-Unis, on est dans le désert, il y a une espèce de petite station-service / épicerie. Dedans, il y a une femme qui lit. Il y a une femme qui lit des livres. Dis donc, qu'est-ce qu'elle lit ? On ne sait pas. Par contre, on voit qu'elle passe vraiment sa journée à lire. Là, voilà, on a le café. Elle est posée dehors. Elle continue à lire. Elle est perdue toute seule au milieu de ce désert avec quand même son papa. Il y a 2-3 personnes, dont son père qui vit là. Voilà. Et un jour, boum, il y a ce mec qui débarque. Et qui, ça tombe bien, il est auteur. Et vous allez me dire, mais c'est pas Leslie Howard, il ressemble plus à Henry Fonda. Effectivement, on va voir pourquoi. Donc, lui, il se pose, et regardez, ça tombe bien, il lit aussi. Elle voit qu'il lit, donc elle commence à discuter avec. Elle fait, ah, vous lisez ? Et lui, il fait, ah ouais, je lis, et puis vous lisez, puis elle fait, ah ouais, je lis. Elle lit du Henri Guillon, comme on le voit absolument pas ici, parce que voilà, la qualité, c'est pas fou. Et lui, il est impressionné, il dit « Oh, tiens, vous lisez du Henri Guillon, trop bien !» Et puis elle fait « Ah ouais, je peux vous faire plein de citations, youpi, et tout. » Et après, elle lui montre aussi... pourquoi il lui montre ça ? Je sais plus ce que c'est, ça. Bref, il lui montre des dessins, genre « Regardez, je fais des dessins aussi !» Et en gros, elle lui dit que elle, franchement, le désert, ça craint, elle aimerait bien se barrer. Le film est aussi bien joué que ça. Ouais, il est aussi bien joué que ça, vraiment. Là, en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment des extraits que je suis en train de passer. Donc Henry Fonda, il est en mode putain, elle dessine bien, elle lit et tout, effectivement, c'est pas mal. Puis elle est en mode ouais, j'aimerais bien me casser et tout. Du coup, Henry Fonda, là, il se pose sur le lit, puis il dit ouais, bah effectivement, moi aussi je vais me casser gentiment, etc. Voilà, là on voit bien sa tête, je vous avais mis cette image aussi, pourquoi on voyait bien, je me souviens maintenant pourquoi j'avais mis cette image. Jack Beauregard. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les méchants, ils débarquent, eux ils font ah, qu'est-ce qui se passe ? Les méchants, ils ont des mitraillettes. Et là, regardez Humphrey Bogart qui a de la barbe, les gens. Il a de la beubare, il les regarde avec son regard d'Humphrey Bogart méchant. Puis il fait ouais, on vient ici parce qu'on est poursuivi par la police. Vous dites pas qu'on est là, chut, on est caché ici. Regardez là, il sourit, il est beau quand il sourit. Mais quel charisme, ce monsieur, c'est incroyable.
Voilà, là, c'est les parents. Les parents de la... Non, c'est pas les parents. Non, c'est d'autres clients. Qui sont en mode, oh mon Dieu, des bandits, c'est pas cool, etc. Ils sont un peu effrayés. Euh, et du coup, ah, pourquoi je passe directement là-dessus? Bon, c'est pas grave. On voit qu'il y a une petite relation amoureuse aussi entre la meuf et l'écrivain. Ils sont un bisou, là, typiquement. Et lui, il a un plan. L'auteur, il a un plan. Il se dit, bon, c'est la galère, parce qu'il y a quand même Humphrey Bogart qui nous a pris en otage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon testament, je vais tout léguer à elle. Je vais sortir comme un bonhomme, affronter Humphrey quand il a un fusil à la main et puis qu'il est en mode. Enfin, quand Humphrey Bogart veut se barrer plutôt. En fait, là, ils sont pas dehors, je crois qu'ils sont dedans. Humphrey Bogart, il est en. Non, il est. Ouais, non. Je me mélange, je vous explique après pourquoi. Bref, il va confronter Humphrey Bogart, il fait s'il vous plaît, tirez-moi dessus. Et Humphrey Bogart, il fait ok, pas de souci, pan, il le tue. Bouf, vous le voyez sur cette image d'une qualité mais incroyable. Le monsieur qui est décédé dans les bras de l'actrice qui pleure, qui est en mode oh mon dieu, mais lui avant de mourir il dit ouais, je vous ai tout légué, vous pouvez partir vivre votre vie et puis être trop, trop heureuse. Et voilà, et elle, ça lui fait une belle jambe parce que du coup le gars il est mort. Et là, on n'a pas un the end, on a ça. Et on va parler de ça, les gens. Parce que tout ce que je vous ai montré là, ce n'est pas le film La forêt pétrifiée. C'est une adaptation qui a été réalisée en 1954 pour la télé, d'où la qualité vraiment chum. Je suis désolé, je ne vous ai pas montré le film. Et vu que ça a été réalisé en 54, ça explique pourquoi ce ne sont pas les mêmes acteurs, à l'exception d'Humphrey Bogart. Et qu'Humphrey Bogart a l'air quand même plus vieux pour dire que c'est son premier rôle et puis qu'il avait dans la vingtaine à ce moment-là. C'est hyper intéressant, donc je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur Producer Showcase, qui est une série télé de 1954 à 1957, qui a fait 37 épisodes, qui est en fait le fait de tourner des comédies musicales, des théâtres, des Broadway et des films, et de les diffuser en direct à la télé. C'est fou, donc là, ils ont refait tout le film en direct à la télé. Les acteurs ont appris leur dialogue, etc., etc., et apparemment, c'était super chaud parce que genre, le premier épisode était dirigé par Otto Preminger. Otto Preminger, c'est pas n'importe qui, bref, c'était du lourd, quoi. Et pas mal de réals qui ont bossé là-dessus ne captaient pas que la télé, c'est pas le ciné. Et du coup, ils étaient en mode, ouais, on peut mettre une caméra là, après on coupe, on fait ça, etc. Tu peux pas. Et du coup, ça changeait complètement. Et moi, quand en fait j'ai fait les captures d'écran, j'ai commencé à lancer les captures d'écran pour le film. J'avais trouvé ça. J'avais pas tout de suite tilté que c'était un producer, que c'était une émission télé. Je lance le début. Je me dis, mais c'est bizarre. L'actrice, j'ai pas ce souvenir qu'elle avait cette tête. Mais c'est bizarre, le film, il a des plans longs, j'ai pas souvenir de ça. Et après un petit moment, j'ai fait, mais attends, mais je suis pas en train de regarder le bon truc, il y a un problème là. Et j'ai compris. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, là, ce film, La forêt pétrifiée, que du coup, je vais vous remontrer l'image. Voilà, là, vous voyez plus les acteurs de l'époque, avec le Humphrey Bogart de l'époque. Voilà, ça, c'est plus le film de l'époque. On le voit ici, regardez Humphrey Bogart comme il est beau. Ah là 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 là, avec voilà l'actrice qui a du coup vraiment pas la même tête. Enfin bref, voilà. Et les images du film ressemblent plus à ça. Voilà. À dire encore sur les questions d'adaptation de ce truc, c'est qu'il a été adapté aussi en 1937 à la radio, mais pas avec les mêmes acteurs de nouveau. Et il a été adapté en 2017 en album de musique d'ambiance de l'album Biosphère, non, du musicien Biosphère, pour l'album éponyme de la forêt pétrifiée, de Petrified Forest, qui utilise plein de petits clips de dialogue dans les musiques qu'il fait. J'ai écouté, c'est plutôt intéressant. Il y a des bons trucs, il y a des moins bons trucs. Mais effectivement, le fait d'entendre les sons du film, je trouve que ça marche bien. Voilà, voilà. Donc c'est un truc qui a été pris dans tous les sens. C'est un récit transmédia, les gens. On en garde la substantifique moelle et on l'adapte sur différents supports. C'est intéressant de voir en plus que cette substantifique moelle varie selon ce qu'on adapte. L'adaptation radio, ça va être le récit en lui-même qu'on va conserver. L'adaptation télé, c'est Bogart lui-même qu'on va conserver.
L'adaptation musique, c'est le dialogue, la réplique décontextualisée pour créer une ambiance, la détourner sur quelque chose de neuf, etc. C'est super intéressant, je trouve, cette question d'adaptation transmédia. Voilà, donc je voulais vous en parler rapidement, parce que c'est un film du coup qui a pas mal été réutilisé, tourné dans tous les sens, voilà. C'est un film sympa, sinon, intéressant à regarder pour ceux qui aiment Bogart parce qu'il est trop beau. Et sinon, le film en lui-même, moi je le trouve pas incroyable. Je trouve que l'écrivain force beaucoup hein, pour se faire buter à la fin, tout ça, voilà. Et il a été retenu Bogart comme étant parmi les meilleurs méchants parce que il est assez menaçant dans le film. Et en même temps, il a un truc déjà très désabusé. Très le gars qui, t'as l'impression qu'il sait que c'est foutu, mais il est quand même là. Et puis voilà. Et c'est super intéressant la manière dont le personnage est construit, dont le personnage est joué presque plus que construit, parce que finalement les dialogues, ils marquent pas tant ça, quoi. Du coup, ça fonctionne bien, et l'ambiance fonctionne d'autant plus que tu as vraiment cette station-service qui est au milieu de nulle part, qui fonctionne mieux dans le film que du coup sur un plateau télé, hein, je ne veux pas vous le cacher. Et bref, ça fonctionne bien. En plus, oui, l'autre truc que j'avais noté, c'est que dans le film, les deux personnages principaux, ils sont pas hyper crédibles. Genre la fille, elle est vraiment toute propre et toute bien, au milieu de nulle part comme ça. Et l'écrivain qui débarque comme ça au milieu de rien aussi. Ce qui fait que Humphrey Bogart, il ressort d'autant plus ça, parce qu'il est crasseux, il a la barbe, il colle au décor, vraiment. Donc voilà, il fonctionne très très bien, ce monsieur. Si vous voulez voir le film, hein, il n'est pas dispo sur YouTube, mais je vous prête le DVD, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Est-ce qu'on passe au prochain? Ça vous dit? On va passer au prochain film. Prochain film, on va faire un petit peu plus court. On va faire un peu court, c'est un film d'horreur. Un film horreur, ambiance, etc. On va voir la bande-annonce. J'ai pas regardé la bande-annonce avant de vous la lancer, donc peut-être qu'on aura des mauvaises surprises. On va voir. C'est parti. Voilà. C'est quoi cette VF? Ouais. La VF, elle est pas... La VF est pas incroyable. Le film, je dois l'avouer, n'est pas incroyable, n'est pas si incroyable non plus. Il s'agit de Insomnie de Chasing Sleep, sorti en 2000 de Michael Walker, qui n'a pas de page Wikipédia française, qui a une page Wikipédia anglaise, parce qu'il a fait quand même pas mal de films, j'ai vu. Et ça, c'est son premier film. Mais des films apparemment qui n'ont pas marqué de ouf, parce qu'ils n'ont pas de page Wikipédia non plus. C'est un film avec Jeff Daniels, peut-être que vous l'avez reconnu. Emily Price notamment. Alors l'histoire, c'est un prof de littérature qui est chez lui, c'est méga tard, sa femme n'est pas rentrée, il appelle les flics et il perd petit à petit pied avec la réalité. Je voulais vous en parler parce que c'est un peu tous les défauts d'un premier film. Et en même temps des qualités sympas. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé de Reservoir Dogs et je trouve cool de le mettre en parallèle. Reservoir Dogs, il y a un truc très enthousiaste, etc. On n'est pas du tout dans le même genre. Là on est dans un truc beaucoup plus épuré, du coup, beaucoup moins référencé et plus de... Il y a une idée, il y a une structure, et on reste bien dans les clous de ce truc. Et voilà. Le premier truc dont on souffle le film, c'est son petit budget. C'est un film tout en huis clos. La maison est très vide, mais vraiment très très vide. Hein. Elle est vraiment, c'est juste une maison fonctionnelle. Si je vous remets des plans, genre, vous voyez là, il n'y a pas vraiment de décor à chaque fois. Quand le flic rentre, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien autour. Voilà, là, les toilettes aussi. Voilà, il y a juste la toilette, le cadre de porte là. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose à montrer sur les murs, en fond, etc. On reste sur quelque chose qui est toujours assez vide. Voilà, en plus, on fait pas mal de gros plans, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Calme-toi. Tu me fais sursauter, voilà. Ouais, typiquement, ce plan, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout épuré. Mais en même temps, la maison... Et c'est l'idée principale du film, et c'est la bonne idée du film, c'est qu'elle agit comme une métaphore de l'état mental du personnage. Elle se dégrade au fur et à mesure que l'esprit du personnage se dégrade. Et ça, c'est plutôt intéressant, mais le problème, ça reste quand même... Il est juste un peu fatigué. Putain. Mais le problème, ça reste quand même que cet état, finalement, on le voit pas tant que ça se dégrader dans la maison. Enfin, on le voit... Mais ça reste un peu timide. Et s'il y avait eu plus de meubles, d'éléments, et qu'on aurait plus joué avec ça, ça aurait, je pense, mieux marché. Là, on est resté sur une idée qui est très simple. On a essayé de faire sobre, mais en même temps,
Ça fait presque plus pauvre que sobre, malheureusement, dans ce film. Euh, Il y a une volonté lynchienne complètement de perdre un peu le spectateur, de créer des images un peu marquantes et de créer de l'étrangeté, mais ça va pas au bout. Et typiquement, ben, l'arrivée du flic, il y a pas mal de discussions. Voilà, l'échange avec le policier, vous voyez, ça va être un échange. Il y a un échange très étrange avec le policier qui a l'air de savoir des trucs. Mais nous, on comprend pas trop comment il pourrait savoir ça, etc. Et ça, c'est un truc où Lynch, d'un coup, ferait un jeu déjà avec le son. Il couperait un peu le fond sonore de base. Moi, je pense à la scène dans Lost Highway avec l'homme mystérieux, euh, où on est dans une fête, il y a de la musique en fond, et là, ce que va faire David Lynch, c'est qu'il va couper la musique de fond, il va la mettre très basse, et il va mettre un son très comme ça pour assourdir un peu tout ça. Et il va supprimer vraiment dans un flou tout ce qu'il y a autour, et rester fixé sur les visages, et il va faire que le visage en plus du personnage soit pas naturel. Il est surmaquillé, il sourit trop, il crée vraiment, il va à fond dans cette étrangeté. Et là, c'est ce que le film veut faire, mais il va pas au bout de ça. Il a peur de tomber dans le ridicule, ce qui est tout à fait compréhensible, et effectivement, peut-être qu'il ne le fait pas. David Lynch, mine de rien, si tu ne rentres pas dans ses films sont ridicules. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce mec qui sourit comme ça et tout. Je peux comprendre qu'on rentre pas du tout dans du Lynch, malheureusement. Voilà. Hum, Donc c'est intéressant comment, avec la base d'un simple chant contre chant, on pourrait comparer une scène de ce film avec celle de Lynch pour voir ce qui fonctionne dans Lynch et ce qui fonctionne pas là. Pour d'autres gens, ils diraient, bah là, c'est assez normal, et puis Lynch, par contre, c'est hyper malaisant, ça marche pas. Mais Lynch a quand même de très bonnes critiques, j'ai l'impression que ça fonctionne sur une grande partie du public, et ça, c'est plutôt cool. Euh... Ah bah, t'as tout ce que je vous ai dit, je l'avais noté, donc c'est bien. Et je peux sauter toute cette partie. Et du coup, c'est dommage parce que c'est un film qui est trop dans la retenue. Euh... Mais le réel a fait d'autres films, c'est son premier film, hein. Je n'ai pas vu les autres films. Donc il a sûrement fait plein d'autres trucs sympas. Et voilà. Et je dois y aller, mais merci du live. Merci beaucoup, archiviste. Tu vas rater le film suisse, terrible. Effectivement, je ne rentre pas dans Lynch. Ah là là, il a. Et il a. Il faut regarder. Comment il s'appelle Il faut regarder Une histoire vraie, le film qu'il a fait pour Disney. Elephant Man, c'est dur de pas rentrer dans Elephant Man, je trouve. Ok. Donc, comme j'ai dit, le film là, c'était plutôt court. Et maintenant, on va passer sur un film suisse, les gens. Relis ma phrase au premier degré. Mais tu me dis ça. Alors que moi, quand j'ai lu ta phrase, la première réponse que j'avais en tête, c'était de répondre et inversement, mais je ne me suis pas permis. Mais vu que tu te le permets, je me permets aussi. Voilà. C'est bon. Alors. Je vous montre maintenant une bande-annonce de film suisse. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Ça a l'air génial. Est-ce que c'est ironique? Alors, Ciao Ciao Bourbine, un film de 2023 avec Peter Luisi et Beat Schaller et Vincent Veillon. Ah, c'est pas ironique? Ok, eh ben bien. C'est une comédie suisse. Une comédie suisse. Disponible sur Netflix peut-être. En tout cas chez nous c'est disponible sur Netflix. Du coup tu peux regarder et là peut-être que c'est sur Netflix. Alors ici c'est l'histoire du peuple qui vote une seule langue en Suisse. Ça passe et c'est le français qui est choisi. On suit un flic suisse-allemand qui doit apprendre le français, c'est galère. Puis il doit partir avec un flic suisse-roman joué par Vincent Veillon. Vincent Veillon, à noter, c'est l'acteur qui se déguise tout plein dans le film. C'est une star en... C'est un peu notre Alexandre Astier, on va dire. Mais pas tout à fait. En fait, c'est un gars assez populaire parce qu'il est plutôt intelligent. De base, quand il parle, ouais. Mais surtout, en fait, c'est un comique qu'on voit partout, qui joue plein de rôles et tout, qui est des fois un peu provoque, etc. Il est pas mal respecté, et voilà. Attends. Mon plaisir coupable, c'est Alerte Cobra niveau comique à la con, on n'est pas loin. Ah d'accord, je vois. Effectivement, donc, du coup, ça pourrait te plaire. Du coup, ils vont aller là au Tessin pour résoudre une affaire de réseau terroriste à démanteler. Voilà. Alors, moi, ce film, il m'intéresse beaucoup parce que j'ai un problème avec ce film. J'ai un problème, c'est que c'est un film suisse.
Et c'est difficile d'en parler. D'abord, je me suis dit, quand j'ai lancé le film, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que le problème, il découle d'un vote du peuple suisse. Donc, le peuple, il regrette son choix. Comment on va réussir à faire ça? Surtout ceux qui n'ont pas été votés, ils regrettent leur choix. Mais bon, c'est voté, c'est dead, quoi. Comment faire pour régler un problème quand c'est le peuple tout entier qui l'a mis en place? Donc, je me suis dit, tiens, ça va poser peut-être des questions sur la démocratie. Rien du tout. Le film, il passe ça sous le tapis. Il est en mode, il y a un autre plot, en fait. Et ça va être complètement, boum, explosé. Donc, j'étais un petit peu déçu, j'avoue. J'ai découvert que le titre Ciao Ciao Bourbine, Bourbine c'est un titre, c'est un nom péjoratif qu'on utilise nous les romans pour désigner les Suisses alémaniques. Je ne le savais pas. Je ne sais pas qui utilise Bourbine, je ne connaissais pas. Voilà. Et là où j'ai de la peine à parler de ce genre de film, c'est qu'il y a un paradoxe pour moi. Il y a un paradoxe qui complique le travail de critique. C'est que c'est un film qui est fait pour un public précis. C'est un film qui est excluant dans son fonctionnement, car il se veut spécifique à certains goûts et à certaines personnes. Et il se veut en fait uniquement pour les Suisses. C'est un film fait pour les Suisses, par des Suisses, pour des Suisses, c'est tout. Et je pense que c'est très dur de l'apprécier quand on vient de l'étranger, parce que c'est vraiment plein de rêves suisses, en fait. Et du coup, pour un art qui se voulait Babel, ça pose plein de questions. Voilà. Et c'était l'occasion pour moi de revenir sur un truc qui m'a un peu intéressé, qui m'intéresse pas mal. T'as la même pour les comédies FR. Ouais, mais ça dépend les comédies françaises. Ça dépend lesquelles. Et mine de rien, nous, on connaît quand même un peu votre culture. Vous, je pense, à Suisse, vous connaissez pas grand-chose, quoi. On a des banques, des chocolats, et puis du fromage, et puis ciao, quoi. Mais ouais, du coup, c'est plutôt compliqué. En fait, je viens de me rendre compte que j'étais bête. Je peux mettre ça depuis le début comme ça. Oh, c'est tellement plus facile de vous lire si je mets ça comme ça. Je fais comme ça et j'arrête d'être bête. Vous avez Godard et Soral. Putain, Soral, il est dans une rue pas loin de chez moi en plus. Bon, maintenant plus. Je crois qu'il est plus là. Mais c'est bien. Ça donne l'occasion d'apprendre des trucs d'un autre pays que l'Amérique. C'est vrai aussi, ça c'est bien. Non, c'est vrai, ça je suis d'accord. Et Orelsan et Danny Boone. Comment ça, on a Orelsan et Danny Boone? On n'a pas ça, nous? Ouais, mais du coup, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu d'un gros problème du cinéma suisse. C'est que le cinéma suisse n'est pas un cinéma qui s'exporte. C'est pas un cinéma qui s'exporte parce que les enjeux qu'il crée sont souvent très centrés sur la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui a 3 langues. Et ça complique tout. Ça fait que nous, quand on fait un film en Suisse romande, le film va pas vraiment cartonner en Suisse alémanique. Il peut cartonner un peu en France, à la limite. Et pareil, un film suisse alémanique va cartonner plutôt en Allemagne et pas vraiment chez nous, ni en Suisse, ni en France, quoi. Ce qui rend en fait la distribution du cinéma suisse très compliquée. C'est hyper rare du coup qu'un film suisse fonctionne à cause de ces différences de langue. Qu'un film fonctionne sur son propre pays, qu'on se dit oh putain le film là il a tout explosé et tout, bah non parce que il y a la barrière de la langue qui freine vraiment tout le monde, c'est fou. On fait vraiment la majorité des films suisses sont distribués dans une petite partie du pays et pas dans le reste. Et quand ils sont distribués dans le reste, bah ça cartonne pas de fou. Voilà. Je crois que la Suisse romande va quand même plus voir les films suisses alémaniques que l'inverse. Mais je prends des pincettes en disant ça parce que j'avais lu ça dans les livres de Freddy Buach il y a longtemps. Et il faudrait que je relise. Anyway, c'est le seul film suisse qui, je sais, a marché. Putain, je sais même pas ce que c'est. Eh ben, je regarderai. Et du coup, moi, le film là, je dois lui reconnaître un truc. C'est qu'il est très bon sur ce point. C'est un film qui a cartonné en Suisse. En Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse au Tessin aussi. Parce que justement, il joue sur les 3 langues et il fait de cette question de langue l'enjeu principal. Donc c'est très malin, ça fonctionne plutôt bien. Et effectivement, le film a fait... Alors il a fait plus de 300 000 entrées. Ça, c'est un carton en Suisse. C'est vous dire. C'est vous dire ce qu'il nous faut pour que ce soit un carton, quoi. Voilà. Désordre en français. Ok, je regarderai. Je vois pas ce que c'est. Mais ouais. Donc le film suisse, il est coincé. Il doit choisir, mine de rien, si on résume ce que j'ai dit,
entre exclure la moitié de son pays et cartonner dans les pays qui parlent sa langue, et du coup en développant pas trop non plus des enjeux par rapport à sa propre culture, hein, en s'adaptant un peu à quelque chose de plus universel, ou alors il doit faire l'effort de surpasser la barrière des langues en jouant sur des éléments qui sont au contraire très culturels, comme Mad Heidi par exemple, et se fermer à l'exportation internationale. Je sais même pas si Mad Heidi c'est un film suisse finalement. Je crois. Enfin, il faudrait que je revoie. J'ai un doute. Je me souviens que j'avais été brainfuck par un film suisse qui n'était pas un film suisse et je me demande si c'est Mad Heidi. Je reverrai. Ah, en plus, il est diffusé au Japon, je crois, ce soir. Enfin, bref. C'était la malédiction du cinéma suisse. Après Ciao Ciao Bourbine, c'est une comédie qui est pas folle. Qui est pas folle, elle a fait plein d'entrées. C'était. Il y a des gags qui fonctionnent. Il y a des gags qui fonctionnent plutôt bien. Mais ça reste très des Suisses qui parlent aux Suisses et moi j'ai toujours de la peine avec ça. Ça m'intéresse pas de fou. Et voilà, je n'ai jamais vu un film suisse de ma vie, à part Pain au chocolat, qui est italien. Je suis incapable d'en citer. Ouais, mais parce que le cinéma suisse c'est compliqué. Alors que le cinéma suisse a une industrie assez importante. Bah, il y a Ma vie de Courgette que tu as peut-être vu, qui est suisse. Qui est peut-être le film suisse qui a le plus cartonné, parce qu'il a été aux Oscars quand même, il a été nominé aux Oscars, enfin c'est pas rien quoi. Mais c'est un film franco-suisse, mais plus suisse que franco, il me semble, parce qu'il a été en grande partie réalisé en Suisse, mais travaillé aussi avec après des personnes en France. Voilà. Du coup le film pour moi il fait pas très moderne, il fait un peu vieux, je trouve que les blagues sont un peu dépassées souvent. Voilà, c'était pas fou. Et maintenant, attendez, il faut que je change un truc. Je vais préparer la suite. On parle du dernier film, ça vous dit? Hop. On va parler du dernier film. Ça dégage. Et là, les gens, c'est parti, on va s'amuser. Hop. C'est un autre film en noir et blanc, mais ne fuyez pas. Tout va bien se passer. Hop. Et celui-là, je n'ai absolument pas eu le temps de relire les notes, donc ça va être un peu épique. Vous êtes prêts? Tac. On va parler de ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Tac. Attendez. Et mes notes, je les perds tout le temps, elles sont là. C'est le fantastique homme colosse de Amazing Colossal Man. Un film de 1957, comme finalement Oh la vache. Comme l'émission dont je vous ai parlé avant, où ils ont refait La Forêt pétrifiée. Un film de Bert Gordon avec Glenn Langan et Cathy Downs. Je vais vous raconter le film. Non, fuis pas, il revient. Vu que c'est un film que vous ne verrez pas dans votre vie, je me permets de vous le raconter en entier. Il y a des trucs assez intéressants à dire dessus, de ce dont je me souviens. Et c'est le film que j'ai vu il y a le plus longtemps, donc c'est parti. Donc comment commence ce film? Attendez, j'ai perdu les notes, voilà. Comment commence ce film? Il commence par un titre. Il commence par un titre sur une route, le titre grandit, il vous arrive dans la figure. Bam! De Amazing Colossal Man. Donc on sait que ça nous parlait d'un homme impressionnant et très grand. On commence avec des militaires dans une tranchée, là, voilà, vous voyez, c'est les personnages ici. Il me semble que le héros, c'est le deuxième casque là derrière, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore à ce moment-là. Ils attendent quelque chose, qu'est-ce qu'ils attendent? On sait qu'il y a des scientifiques qui appuient sur plein de boutons. Bip bip bip, et on voit, voilà, ça. C'est un test bombe atomique, tout ce qu'il y a de plus classique dans un film qui va parler de transformation. Sauf que, au moment où il y a tous ces tests qui vont se faire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit dans le ciel. Donc, notre personnage là, il prend des jumelles, il regarde dans l'air, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un avion. Il voit un magnifique avion, un grand avion. Hop là, attendez, je vais passer ça comme ça, voilà. Il voit un gros avion dans le ciel noir. Et c'est un petit peu embêtant ça, parce qu'ils vont faire un test atomique, c'est pas normal qu'il y ait un avion là. D'autant plus que l'avion, on le voit pas très bien, mais il s'écrase. L'avion il s'écrase, là c'est le nez de l'avion, là c'est le sol. On voit pas très bien le sol, mais on voit bien le nez de l'avion, on voit les ailes ici, ces petites ailes, boum. Il s'éclate sur la zone où il va y avoir la bombe.
Du coup, lui, il est avec ses jumelles, il regarde, il est en mode, oh c'est la merde, il y a un avion qui s'est écrasé. Et bah du coup, il y a le gars derrière qui fait quoi? Non, mais c'est pas cool, j'y vais. Et hop, il sort dehors de la tranchée. Et puis là, il y a un gros haut-parleur qui fait, non, non, allez-y pas, retournez à votre poste et tout. C'est pas possible, là c'est dead. Lui, il s'en fout, il court, il veut aller sauver le pilote. Il est en mode, peut-être que le pilote il a envie, on va le sauver et tout, ça va être cool. Mais sauf que là, boum, attention, il se passe un truc, il s'arrête, il regarde, il a l'air effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a le chef éclairagiste qui a pété les plombs. Regardez, il essaye d'aveugler complètement l'acteur. L'acteur ne sait plus quoi faire, il est perdu. Et évidemment, je vous fais une blague, c'est la bombe atomique qui explose et qui lui arrache tous ses vêtements. Boum! C'est compliqué pour lui, le pauvre. Regardez, on voit la bombe atomique, là, de loin. Christopher Nolan peut aller se rhabiller. Et le lendemain, voilà, il ressemble à ça. Il n'a pas l'air en super forme, le gars. Voilà, il s'est pris une explosion atomique dans la tronche. Mais il a survécu sans frigo. Ce qui fait du personnage de ce film un gars plus fort encore qu'Indiana Jones. C'est impressionnant. Là, c'est sa femme. Alors, sa femme, c'est un personnage important parce que c'est un peu à travers elle qu'on va suivre le reste du film. Sa femme, elle a une tête à être anxieuse. Elle est toujours un peu anxieuse. Là, elle regarde un peu, elle attend les médecins, et puis elle est un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un gars qui vient lui parler, qui dit ouais, moi je fais partie des médecins, votre mari c'est la demeure, on sait pas trop comment on va gérer ça. Elle est un petit peu déçue, et il lui dit en gros ouais, il a mangé plein de radiations, c'est pas ouf. Pendant ce temps, les médecins, regardez, ils l'emballent, ils en font un paquet cadeau pour le rendre à sa femme, c'est merveilleux. Voilà, ils sont attentionnés les gars. Donc après l'avoir bien emballé, en plus j'aime bien ce plan, je trouve que le plan est plutôt joli avec ça et tout machin, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On est sur des plans quand même à peu près très classiques, hein, vous avez vu, c'est pas encore, c'est pas encore. Il n'y a pas trop d'utilisation champ contre champ là comme ça, c'est beaucoup encore, on fout les deux acteurs face à face à aller parler, on filme. Et du coup elle vient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est où? Il a quoi? Et le médecin il dit, ben c'est la galère, c'est vraiment la galère madame, il y a des petits effets secondaires, on s'y attendait pas. On va vous le montrer quand même. Elle vient le voir, puis là elle a l'air un peu surprise, lui il la regarde en mode vas-y, regarde-le. Et on le voit ici, regardez, il a pas l'air en forme, il a plus de poils, ça fait bizarre. Il a perdu tous ses poils. Ensuite on a une scène, et ça moi j'aime bien, on a une scène d'un gars qui nous passe des images d'essais atomiques pour nous expliquer ce que c'est la bombe atomique. Donc on est en cours d'école, là on voit les élèves qui écoutent. Si mes élèves ils écoutaient comme ça, putain je peux vous dire, ils seraient dans ce genre de bureau à essayer de gérer l'arme atomique aussi, je suis assez sûr. Mais en tout cas, ils ont l'air très intéressés par ce que le monsieur il dit. Et en plus, le monsieur, c'est assez impressionnant le cours qu'il donne parce que regardez, il a même été choper des images du film dans lequel il est pour vraiment illustrer comment ça explose une bombe atomique sur le monsieur là. Donc hop, le monsieur, hop, il se cache les yeux, comme on a vu avant. Et voilà, c'est la fin. Il dit aux gens, voilà, bon, donc on a cette bombe qui a explosé, il y a eu des radiations. Le bonhomme, voilà, il a été irradié, c'est la galère, il va subir plein de transformations, on sait pas encore quoi, mais vu qu'on connaît le titre du film, eh ben c'est sans doute qu'il va devenir super giga grand. Elle, pendant la nuit, elle va visiter son mec, donc elle se balade, elle arrive à la chambre, il est pas là. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais il est où? Et pourquoi il est pas là? Et du coup, on lui dit, il est dans une autre chambre, donc elle va dans l'autre chambre, et elle le voit. Et là, oh, elle fait, oh mon Dieu, elle est un peu horrifiée parce que il est là. Il est là. Alors déjà, il est chauve. Regardez. Quand je passe ma souris sur son crâne et tout, ma souris ne se perd pas dans les cheveux. Et surtout, il est super grand. Il est devenu super grand. Regardez les petits meubles ici, le petit téléphone, la petite fenêtre. Ouais, il est devenu grand. Le monsieur, il a grandi. C'est assez impressionnant et ça fait un petit peu peur à la dame. Le lendemain, du coup, elle va les voir, puis elle fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Et puis eux, ils sont en mode, bon, est-ce qu'on lui dit, on lui dit pas, et tout. Ils l'ont surtout mis dans un lit d'enfant. Alors ils lui disent tout. Ils lui disent, regardez, ça c'est un os normal, ça c'est votre mari, l'os de votre mari fait 2 fois la taille d'un os normal. En fait, votre mari, il grandit un peu à l'infini. Il grandit tous les jours d'un peu plus et tout. On sait pas trop ce qu'on va faire. Le mari, lui, il se réveille, et puis il est en mode, ouah la vache, le téléphone comme il est tout petit. Lui, il comprend pas trop ce qui se passe, vous voyez. Il est un peu surpris, ouais. Il sait pas exactement, donc voilà. Il va prendre le téléphone, il comprend pas trop. J'aime beaucoup ce plan. Je vous ai mis quelques plans parce que quand même, je trouve que le film, il réussit très bien ça. Regardez, vous avez la femme là et vous avez le mari là, super grand.
avec une technique de surimpression qui est franchement, je dois l'avouer, très maîtrisée, et qui rend plein de plans assez impressionnants. Si on regarde après, voilà, là genre ils sont en promenade en voiture, je trouve que l'effet fonctionne aussi là de ouf. Il est super grand, des fois ça marche moins bien quand même, on verra peut-être un ou deux plans où quand même là, tu te dis ouh là, les gars ils ont un peu été au-delà de ce qu'ils maîtrisaient, mais c'est pas grave. Et du coup, elle est posée tranquille sur la voiture. Lui, il est en mode ouah, la nature, j'aime la nature, c'est cool. Et là, vous avez ce genre de plan que je trouve très chouette aussi, de contre-plonger, enfin de plonger sur la femme, justement, plutôt, pour montrer à quel point il est grand, qu'il la regarde de haut et tout, puis pour donner vraiment l'effet de cette différence. Alors, il rentre à l'hôpital, mais il rentre plus dans l'hôpital. Donc, il va dans un chapiteau à côté. On lui a fait une petite tente pour qu'il puisse se poser dedans. Ça sera plus simple, vous voyez, c'est là. On a réutilisé les meubles, les chaises, etc. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, après, ils ont fait une suite de films où il y a de nouveau un bonhomme qui grandit super bien, super beaucoup. Et ils ont réutilisé ces mêmes meubles qu'on trouve partout dans le film. C'est assez rigolo. Donc, on voit plusieurs fois ces deux petites chaises. Ah, c'est le feu d'artifice, c'est 22h. Donc, il y a les feux d'artifice dehors, je crois. Et regardez, il y a un tout petit livre qui ridicule, c'est trop mignon, c'est rigolo. Sur ces tout gros droits, je trouve assez stylé comme ils ont réussi à faire ça. Voilà. Il y a plein de petits effets comme ça qui sont cool. Pendant ce temps, la femme, on lui montre un truc. On lui dit, regardez ce qu'on a fait. On a rétréci un chameau et on a retréci un éléphant. C'est la folie. Peut-être que ça va marcher avec votre mari. Et là, le gars qui vient, puis il fait, il est plus dans le chapiteau. Et elle, vous voyez sa tête là, elle fait, mais il est où? Mais vous l'avez mis où? Elle comprend rien. Du coup, hop, départ en hélicoptère, avec les jumelles et tout. On va essayer de le retrouver. Alors là, j'aime beaucoup le contre-champ, c'est ça. Avec les jumelles dans l'hélicoptère et elle regarde le désert à perte de vue. Voilà, et elle ne le voit pas. Et en fait, lui, il va bien, il est plutôt côté civilisation. Vous voyez, il a vu un pote là et tout, il va lui dire bonjour. Après, il va un peu plus dans la ville, il regarde. Il y a des gens qui le regardent, voilà, ils font connaissance. Bonjour. Il va mater des meufs, voilà, par la fenêtre, par les fenêtres comme ça, là. Je trouve le plan assez stylé aussi. Ça fonctionne bien. Hop là. Et les gens, ils voient ça, puis ils se disent, oh, mais quand même, niveau pudeur, c'est pas vous et tout. Il y a la police qui vient, et la police, quand elle arrive, jusque-là, ça se passait bien. La police va arriver, et évidemment, ça va moins bien aller. Lui, il va commencer à stresser un peu, parce qu'il voit les keufs, et en mode, oh mon Dieu, c'est de sa faute. Elle avait qu'à mettre un rideau, je suis d'accord. Il va commencer à casser des trucs aussi, parce qu'il est grand, il a un peu, sans faire exprès, ça va pas très bien aller. Là, vous avez un plan où il est moins bien incrusté, peut-être. On le voit grand, là, il y a l'hélico qui arrive, il est en mode oh non mon dieu, regardez, il voit l'hélico et en plus l'hélico ça fait du bruit, ça lui fait mal à la tête et tout. Et puis eux ils regardent ça, et puis lui il est en mode oh, ça fait mal, et puis voilà. Et eux ils vont atterrir, et ils vont être en mode il faut le calmer, allez, on va le piquer avec ça. Ça c'est le médicament gigantesque. Il y a sa femme qui est là, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis eux ils sont en mode on va essayer de le planter. Il le plante, ça lui fait bobo, regardez, il fait ah. Du coup, il prend ça et il fait oh, et après il est fâché, il fait ah, et puis il lance. J'aime beaucoup ces trois plans. Et il lance sur un des gars en bas qui meurt empalé par une seringue. Les gens, est-ce que vous avez souvent vu ça dans des films? Le mec a, je pense, la mort la plus horrible du cinéma. Il est empalé par une seringue géante qui a déjà été plantée dans quelqu'un. C'est horrible. C'est horrible, c'est film d'horreur. C'est niveau film d'horreur là, complet. Du coup, les militaires, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent dessus de ouf. Ils sont sur un barrage là, hein, ils tirent dessus de ouf. Là, on a une incrustation dégueulasse où on a la caméra qui filme le barrage et puis le corps qui ne bouge pas. Voilà, mais qui tombe dans l'eau. Ils le regardent en bas. Ils font oh non, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Puis elle fait oh, c'est triste. Et c'est la fin. Voilà. En plus, j'ai réussi à vous choper la fin avec la petite cramure de cigarette. Et ainsi s'achève l'Amazing Super Grand Man, là, l'Amazing Colossal Man. Il s'est allongé par terre pour la recevoir comme ça, la seringue. En fait, dans le plan, vraiment, si je mets le plan entier, il est debout et la seringue arrive et lui traverse le corps. Après, bon, c'est pris en parallèle comme ça. Puis il tient la seringue et puis il tombe. Et puis il tombe en arrière comme ça. Donc c'est plutôt bien fait. Hein. C'est plutôt bien fait. Le film, dans l'ensemble, est plutôt bien fait. Et ça, je vais vous en parler un petit peu maintenant. Puis on arrive gentiment au bout. Et après, on va passer sur je ne sais pas quoi.
Le film a été fait par un réalisateur. Alors là, je vais vraiment lire les notes en direct, hein, donc du coup, je vais être un petit peu perdu parce que j'ai pas eu le temps de relire les notes là. Je suis désolé. C'est vraiment pas très professionnel, mais en même temps, vu que je fais ça gratuitement, ça va. Je ne culpabilise pas et c'est bien. Donc c'est une film, ça commence très bien. C'est un film de série B de l'époque produit par l'American International Pictures. À la base, ça devait être un film géré par Roger Corman. Roger Corman, on en avait déjà parlé il y a un petit moment. Oui, mais non, selon l'angle qu'elle a, c'est limite s'il l'a pris par le bras, oui. Oui, après, il y a eu un petit trucage. Effectivement. Et du coup, c'est Bert Gordon qui va s'en charger. Qui va se charger de faire le film. Il se débrouille très bien pour les effets spéciaux, notamment la technique de rétroprojection, qui est ça. C'est-à-dire pour vraiment vous montrer comment il fait, c'est qu'il va tourner le film et après il va tourner les acteurs dessus. Hein. C'est un truc qu'on connaît, qu'on a déjà vu par exemple voilà, dans les scènes de voiture comme ça, où on reprend souvent. C'est une technique qui était beaucoup utilisée à l'époque, des fois de manière plus subtile que d'autres. Et dans ce film, franchement, c'est plus subtil que d'autres. C'est plus subtil que dans certains James Bond, certaines courses-poursuites, etc. Enfin voilà. C'est un gars du coup qui est reconnu pour savoir très bien gérer cette technique de la rétroprojection, ce qui fait qu'il va se retrouver à faire plein de films de monstres. Il va faire plein de films qui jouent sur la perspective, il va faire des films avec des dinos géants, il va faire un film avec des fourmis géantes, il va faire un film avec des araignées géantes, dont on reparlera je pense peut-être la prochaine fois. Et c'est des films et c'est un film qui est plutôt intéressant, celui-ci, parce que déjà c'est plutôt bien foutu pour un film de ce genre. Les incrustations, les rétroprojections sont franchement bien foutues. Les jeux de champ contre champ, comme je vous ai vu avant, en plongée contre plongée et tout, ça fonctionne bien. Et le film, contrairement à pas mal de films de monstres dont on a déjà parlé jusque-là, bah, il n'est pas très avare à vous montrer en fait son géant. L'homme colosse, on le voit quand même assez souvent. Hein, on le voit pendant... Des fois, le monstre, il apparaît pendant 5 minutes dans le film, hein, vraiment. 5 à 10 minutes, des fois. En général, 5 à 15. Et là, il est quand même 20-25 minutes dans le film et tout. C'est plutôt généreux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage il grandit au film du film et on va adapter la technique à ça. Et on voit bien aussi qu'à la fin, la technique a plus de mal à gérer quand il est quand même très très grand, malheureusement. Mais ça reste quand même très fonctionnel, voilà. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est de questionner la notion de monstruosité. Ce que je trouve que le film fait trop bien, c'est que le héros, en fait, c'est un gentil, le géant, à la base. C'est un gars qui est sympa. Mais pourtant, la monstruosité, ça vient de sa taille. Et le gigantisme, dans le cinéma, notamment dans ce médium et tout, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, qui est cool à filmer à partir du moment où on a cette technique de la surimpression, de la rétroprojection, ces techniques-là et tout, ça fonctionne super bien, c'est faisable, quoi. Et du coup, on a tout un tas de films de monstres géants, etc., où on va jouer avec ça. Le gigantisme, c'est le principe en fait de sortir des normes, du coup. On crée de la monstruosité par quelque chose qui est hors des normes qu'on maîtrise habituellement, qu'on connaît habituellement. Quelque chose de plus grand que nous devient d'un coup physiquement dangereux. Donc on prend plein de trucs qui pourraient nous effrayer et on les rend plus grands. Les araignées, les fourmis, des insectes en tout genre souvent, des H.G. Wells, des vaisseaux d'H.G. Wells, vas-y c'est parti. C'est assez intéressant. Et en fait avec ce film, ce qui est intéressant, c'est que juste être grand ne suffit pas. Le personnage en fait il nous a témoigné de sa gentillesse au début. Et du coup, il casse un peu tout un code qu'on avait avant, qui est que à partir du moment où c'est gigantesque, c'est monstrueux. Et là, non. Le personnage, en fait, ça va. Il est sympa, il est attachant plutôt. Et du coup, c'est que la question de hors norme physique ne suffit pas à en faire justement un enjeu, à en faire un enjeu de danger. Ce qui fait que ça le rend problématique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a encore des bonhommes qui, voilà, oui, mais non, selon qu'elle a. Ok, on va faire le petit ban. Hop là. Tac. Tac. Bannir. Oui, c'est banni. C'est tout bon, on n'a pas besoin. On va pas acheter des viewers.
Ah mince, on a banni en même temps. Du coup, on a banni, débanni et rebanni. C'est très bien. Bien, bien, bien. Du coup, le truc auquel je voulais en venir, qui est intéressant, c'est que le personnage, comme j'ai dit, juste par son physique grand, ça suffit pas à le rendre menaçant. Par contre, le fait qu'il grandit physiquement fait qu'il devient hors des normes de la société et vis-à-vis de lui, l'ensemble de la société n'est plus adapté à lui. Hum, Ça va le rendre problématique. En fait, sa taille va le rendre problématique parce que il peut plus rentrer dans les maisons, il doit vivre dans un chapiteau, etc. Et tout ça, ça le rend gueudin. Ça et les radiations aussi et le scénario, il pousse un peu. Hein. Mais c'est intéressant parce on pourrait ne même pas avoir besoin de ça pour avoir un personnage qui, justement, par le fait qu'il grandit de plus en plus et qui est hors des normes, mais qui pourtant est sain mentalement, bah, en fait, va le devenir de moins en moins au fur et à mesure où il ne peut plus être intégré à la société. Il va de plus en plus, en étant plus intégré, il va de plus en plus être finalement il va devenir quelque chose de plus antagoniste. Enfin, il va avoir un ressentiment envers cette société et puis bah, ça va mal se passer quoi. Et je trouve ça super intéressant comme thème, qui est malheureusement pas tant exploité que ça parce qu'on est sur un film de série B qui s'intéresse pas de ouf à ça. Mais du coup, il y a des pistes intéressantes, notamment celle-là, je trouve, et aussi le fait bah, de grandir à l'infini. Là, le film, il coupe ça avant la fin parce qu'il va tuer le personnage et tout, pouf. Alors que un film comme L'homme qui rétrécit, il fait le choix inverse, où il laisse le personnage rétrécir, et là il y a quelque chose, là le film prend une dimension complètement différente, et complètement hallucinante, et que je trouve très bien. Grand homme chauve pas content, oui c'est ça. Voilà, voilà. Ouais. Mes dernières notes, c'était le fait qu'une société ne soit pas adaptée à lui, l'exclut d'une part, mais le rend ma boule d'autre part. Voilà. Il a des valeurs, mais il devient ma boule. Du coup, c'est un film tragique, effectivement. J'ai conclu par film tragique. Le gentil devient méchant et il meurt parce qu'il n'est plus adapté au monde dans lequel il vit. Et il meurt alors qu'il ne le mérite pas, mais vraiment, le gars s'est sacrifié pour essayer de sauver un autre mec, quoi. Et encore, je vous le rappelle, il est plus fort qu'Indiana Jones. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, malheureusement, il meurt. Le film est plutôt sympa. Franchement, sur la saga des films, de monstres, des trucs comme ça, de ce genre-là qu'on a vu, c'est pas le plus mauvais. Il est pas fou. Mais il est sympathique. Il est sympathique. Je peux modestement le recommander, disons. Voilà. Je peux le recommander. Il est plutôt sympa. Voilà. Et ainsi se conclut du coup cette série de films, de 5 films. Et pour les prochains, qu'est-ce qu'on aura? On aura sans doute Eternal Sunshine. On aura peut-être bien Breakfast at Tiffany's. On aura peut-être, mais ça j'hésite à faire vraiment juste un live de 2 heures là-dessus, un truc sur Phase 4, qui est un film que j'ai revu il y a 2 jours et qui me fascine vraiment de plus en plus. Et en plus, il y a le coffret Carlotta qui, du coup, il y a plein de trucs dedans, il y a plein d'infos, ils ont été fouillés des archives et tout. Donc je pourrais faire un truc vraiment bien. Eternal Sunshine aussi, il y aurait plein de choses à dire dessus. Après, bon, il y a d'autres trucs, il y a Serial Lover, Elphone, The Children, Kiss Kiss Bang Bang, que je n'ai pas noté. Bref, il y a plein de trucs dont on parlera. Ah, et je ne peux pas l'écrire ici, c'est normal. Eh bien, merci d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné envie de voir des films ou que vous avez découvert ou appris des trucs en plus sur ces films. Et puis voilà quoi.